voilà, les sciences du langage qui en grande partie ont évolué grâce à l'interdisciplinarité, mais je passerai brièvement sur le sujet. Je parlerai ensuite de de la complexité des faits de langue qui est tributaire des croisements conceptuels. Et je parlerai donc de ce concept qui est le révisionnisme. On peut parler aussi du négationnisme, mais j'ai choisi plutôt aujourd'hui donc de parler du révisionnisme, mais le négationnisme aussi est une notion associée. Donc c'est un concept emprunté à l'histoire afin de tenter d'interroger des discours révisionnistes autour des langues et autour des identités. Donc jusqu'à présent, ça a été appliqué aux communautés linguistiques, aux communautés, aux identités liées aux communautés, moins aux questions linguistiques. Donc ce sont des discours révisionnistes qui prolifèrent notamment sur les réseaux sociaux numériques. Voilà, donc nous avons le recours à des procédés rhétoriques et techno-discursifs sur les réseaux sociaux numériques, dont l'objectif est de façonner l'opinion publique. Mais on va voir aussi après quels sont aussi les autres objectifs ou les autres, l'arrière-plan, on va dire, les objectifs cachés donc, de ces discours. Et donc l'objectif, donc, en parlant du révisionnisme, qui est un procédé qui sert à décrypter au moyen d'analyse du discours, donc les discours produits autour des langues, c'est de prévenir, surtout contre les manipulations de l'histoire générale des communautés, de manière générale, et de leur diversité linguistique et culturelle. Alors, pour commencer, donc, notre travail, c'est de démêler les concepts, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité et l'interdisciplinarité. On en parle depuis ce matin. Je vais m'intéresser davantage à l'interdisciplinarité, qui est de juxtaposer deux ou plusieurs disciplines, de mettre en œuvre donc, une méthode fondamentale commune à toutes les disciplines. C'est aussi la mise en relation d'au moins deux disciplines en vue d'élaborer une représentation originale d'une notion, d'une situation, d'une problématique, d'une question. Alors l'interdisciplinarité, je le rappelle, uniquement ici, elle est au cœur des sciences humaines et sociales. On sait que la plupart des sciences, des sciences humaines et sociales ont émergé donc, à la suite d'un croisement disciplinaire, d'un décloisonnement aussi disciplinaire, ça va avec. Même Charaudeau, définit l'interdisciplinarité en sciences du langage comme l'effort d'articuler entre deux concepts les outils, les résultats d'analyse de différentes disciplines. Alors l'analyse du discours aujourd'hui, quelle pertinence, quelle utilité sociale? L'analyse du discours, il faut le rappeler aussi parce que c'est une discipline qui pose un peu de problème, dont on ne connaît pas ou on ne définit pas assez la finalité. Elle sert donc à analyser donc, les discours de manière générale, à analyser leur contenu à partir de leur contexte de production, à partir de la situation donc, de production de ces discours. Et on le rappelle concernant la langue, on parle de la langue comme une activité socialement localisée, mais le discours aussi c'est une activité socialement située, et il faut rappeler l'importance d'analyser les discours épilinguistiques aussi. Donc il n'y a pas que les représentations des locuteurs traditionnellement traités en matière de sociolinguistique, mais il y a tous les discours aujourd'hui qui sont produits par différentes parties ou différentes sources autour des langues, notamment sur les RSN ou les réseaux sociaux numériques. Donc on en vient au révisionnisme. Donc qu'est-ce que le révisionnisme en histoire, mais on va voir aussi dans le langage courant? C'est une interprétation fallacieuse de faits qui sont communément admis dans la recherche, notamment. C'est une interprétation aussi tendancieuse de certains faits. Il y a deux sens. Le sens donc, en histoire, il n'est pas toujours péjoratif, il n'est pas péjoratif. Et il y a dans le sens que l'on retrouve dans les discours médiatiques, politiques, mais aussi dans les discours circulants. C'est un terme qui est à connotation péjorative. Donc voilà, c'est plutôt à ce deuxième sens que je vais m'intéresser. Auguste Comte définit le révisionnisme comme la réinterprétation des faits qui peut se faire en fonction des préjugés de l'époque du chercheur ou en rapport avec des considérations idéologiques, parce que le chercheur est aussi parfois victime de son ancrage sociologique, de son ancrage idéologique, de son contexte. Alors, Rateau rappelle dans un article publié dans Les Temps modernes que le révisionnisme n'est pas un locuteur crédible. Ça peut être un troll, ça peut être ce qu'on appelle communément une mouche électronique, ça peut être un locuteur malveillant aussi.
et il l'exclut de fait donc, du débat scientifique. Alors, le révisionnisme en sciences du langage, quand on applique la notion de révisionnisme aux sciences du langage, c'est la réinterprétation souvent tendancieuse, souvent fallacieuse de faits linguistiques à la lumière de nouvelles sources, et ces sources sont anglophones, elles ne sont pas francophones, parce que les sources francophones sont jugées comme peu crédibles par rapport aux sources anglophones, parce que justement, Zakaria en parlait tout à l'heure, les sources francophones sont dites colonialistes et néocolonialistes, et on remet en cause les ressources francophones et on préfère des sources anglophones qui seraient plus crédibles, qui seraient plus neutres, qui seraient moins colonialistes. J'utilise le conditionnel, pardon. Alors, il s'agit souvent de nier des faits passés pour influencer des enjeux liés au présent, de discréditer une élite politique, intellectuelle, francophone par exemple, de dénier à une minorité linguistique le droit à la revendication linguistique et identitaire, de protéger éventuellement des oppresseurs de ces minorités contre des accusations d'oppression. L'objectif peut être aussi de diaboliser la revendication des droits linguistiques et culturels en créant l'amalgame entre séparatisme, avec le séparatisme et l'indépendantisme. Alors, quelles sont les stratégies utilisées en analyse du discours? C'est jeter le discrédit sur les chercheurs algériens ou étrangers, notamment ceux qui ont produit des connaissances à l'époque coloniale. C'est de considérer systématiquement, et ça c'est très dangereux, le savoir colonial comme un savoir colonialiste, de créer l'amalgame entre prise de conscience linguistique, identitaire et la période coloniale. Exemple, le fait de considérer par exemple le fait berbère, dit le fait berbère comme une invention coloniale. Je renvoie aux travaux de Temlali. Il y a aussi tout le discours qui est produit aujourd'hui autour des origines de l'arabe algérien, le discours révisionniste autour de l'arabe algérien, que l'on fait remonter aux Phéniciens. Il y a aussi des amalgames dangereux dans la mesure où le punique est considéré, on va dire, comme le prolongement du phénicien, et le phénicien est aussi associé à un arabisme primaire, on va dire, qui dit arabisme dit islamisme aussi. Donc la thèse, il s'agit d'une thèse. Après, il y a la contre-thèse et la fabrique d'une idéologie à partir de cette thèse. Donc, je cite ici l'hypothèse formulée par Abdou Ilimam dans son ouvrage Le Maghribi langue 3 fois millénaire, et la réédition, donc le Maghribi alias Ad-Darija. Donc, je ne dis pas que ce discours académique, c'est un discours révisionniste, mais je dis qu'il y a des discours qui sont appuyés sur ce travail académique, avec lequel on peut être d'accord, on peut émettre des critiques, des réserves, etc. Mais l'objectif, c'est de dire qu'à partir de ce travail a donné lieu, on va dire, à des discours de la haine, à des discours de division, à des discours fantaisistes autour de l'origine des langues. Alors, très rapidement, concernant l'origine phénicienne du punique, je rappelle quelques points, mais c'est un travail en cours, donc, sur lequel je suis en train de travailler. Alors, je rappelle que la langue punique, telle qu'elle nous est parvenue, donc à travers des stèles funéraires et votives, a été introduite à l'installation des Phéniciens. D'accord. Donc à Carthage, c'est une langue très ancienne, pratiquée en 3300 et 1200 avant Jésus-Christ. Le terme punique désigne dans la littérature dialectologique un état d'évolution de la langue assez avancé, lequel a impliqué son contact avec le berbère. C'est une langue consonantique, donc dont le déchiffrement est ardu. Les domaines d'usage du punique, donc en me référant à de nombreuses sources, il y a des usages officiels liturgiques, notamment, c'était votive, des fonctions, cette langue punique avait des fonctions surtout mystiques, religieuses. Il y avait une littérature aussi religieuse épico-mythique qui a été produite en punique. Voilà, donc il y a des témoignages sur la pratique du punique à l'est du pays, et le mot punique désignait aussi bien les habitants de l'Afrique du Nord, on va dire aussi bien les berbères que d'autres populations. Alors, il y a aussi une absence de continuum avec l'arabe algérien, donc quelques arguments. Le néo-punique a perdu du terrain face au latin dès le IVe siècle. À l'arrivée des Arabes, une seule mention a été faite d'une langue qui n'était ni le berbère ni l'arabe et qui n'a pas été désignée par El-Bekri, donc ce témoignage que nous avons, mais à l'arrivée des Arabes, c'était le berbère qui était pratiqué.
Alors, l'état de la littérature en dialectologie dans les domaines arabophones et berbérophones, surtout les travaux produits durant la période coloniale, décrit la phase de bilinguisme berbéro-arabe et le processus d'arabisation du Maghreb. Les sources sont très claires sur le sujet, à partir du Xe siècle notamment. Les travaux en dialectologie démontrent aussi l'influence des parlers pré-hilaliens et hilaliens sur la formation de l'arabe algérien. Les travaux aussi sont là, ils sont très clairs sur le sujet. Et voilà, et donc la disparition du punique fait que l'hypothèse du continuum ne peut pas être attestée, donc il n'y a pas de substitution du punique par l'arabe, quel que soit cet arabe. Alors, pour finir, je dirais que le croisement interdisciplinaire, histoire, donc analyse du discours numérique, parce que c'est des discours aussi qui prolifèrent sur les réseaux sociaux numériques, permet de décloisonner les disciplines, des sciences humaines et sociales, mais de nourrir aussi les analyses et de saisir aussi d'autres dimensions des faits étudiés, des objets d'étude qui nous intéressent. L'intégration aussi à l'analyse du discours en sciences du langage de concepts issus d'autres disciplines, comme le révisionnisme donc en histoire, permet aussi de déceler des stratégies discursives qui sont à l'œuvre dans la production des discours en rapport avec l'histoire liée à des objets d'étude comme la langue ou les langues. Parce que de nombreux ans, moi j'ai pris ici l'exemple de l'arabe algérien, ça peut être celui des langues berbères, ça peut être celui du français, ça peut être celui de l'anglais, etc. Et je pense qu'en dernier lieu, que la rigueur de la démonstration scientifique permet justement de prévenir contre la prolifération de ce type de discours tenu par les trolls, par les mauvais locuteurs, comme on appelle ça comme ça en analyse du discours numérique, et d'avertir surtout le public contre les arguments rhétoriques que l'on peut aussi parfois trouver dans des travaux dits scientifiques ou académiques. Et je vous remercie de votre attention. Merci Madame Tissane Chachou pour cette brillante intervention, surtout pour le respect du timing. Donc, grâce à notre liste, notre ami Haj Mohamed qui va remplacer